Allez, c'est l'heure de dévoiler notre baromètre mensuel. Odoxa, Public Sénat, la presse régionale. Audrey, comme tous les mois, on commence par la cote de popularité de l'exécutif. Avec une différence notable entre la cote du chef de l'État qui se porte plutôt bien. 35% des sondés estiment qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République. C'est un point de plus par rapport au mois dernier où il avait déjà glané 2 points de popularité. L'automne est donc clément pour le chef de l'État, notamment en raison du contexte international. Je pense qu'on y reviendra. C'est pas le cas de sa première ministre Elisabeth Borne, toujours en difficulté dans l'opinion. 69% des Français estiment qu'elle n'est pas une bonne première ministre. Ça n'a pas changé depuis le mois dernier, Oriane. Oui, on va en reparler longuement d'Elisabeth Borne. Sur Emmanuel Macron, Erwan, il regagne petit à petit des points de popularité. On en parle un peu chaque mois. Qu'est-ce qui explique ça? C'est le contexte international ou c'est autre chose? Oui, c'est vrai qu'il a des respirations internationales pour sa cote de popularité que n'a pas Elisabeth Borne. Ce qu'on observe, c'est qu'on est sur une lente remontée de sa cote de popularité. Information aussi, son absence à la marche contre l'antisémitisme ne semble pas lui porter préjudice en termes de popularité. Pour autant, 35%, ça reste un niveau bas. On va voir tout à l'heure notre palmarès de l'adhésion politique. Aujourd'hui, il y a 2 chefs de parti, Édouard Philippe, mais aussi Marine Le Pen, qui ont des cotes d'adhésion supérieurs à ce niveau-là. Et ça pose peut-être la nécessité pour Emmanuel Macron de trouver une nouvelle dynamique et aussi de reprendre de la hauteur par rapport à la classe politique à un plus haut niveau d'adhésion, alors que dans 6 mois, il y a une échéance importante qui arrive. Les Français retournent aux urnes pour la première fois depuis la séquence de la présidentielle et des législatives. Et il ne faudrait pas non plus que ce scrutin européen se transforme en vote sanction contre le gouvernement. Oui, il y a un risque, Claire. C'est ce que cherche à faire notamment Marine Le Pen, à en faire un scrutin de mi-mandat, un vote sanction contre Emmanuel Macron de ces européennes. Là, on a une séquence, effectivement, on sait que c'était une des bornes, excusez-moi, pour éventuel remaniement, notamment à la tête du gouvernement. C'est-à-dire, on tient jusqu'aux européennes. Dans la chronologie du quinquennat, c'était un point très important. Et c'est vrai que la séquence internationale qui est arrivée et qui est venue percuter la vie nationale, avec en plus un attentat, a un peu mis en suspens cette séquence. On voit qu'Emmanuel Macron parle des fait drapeau, je ne sais pas si on peut parler à ce point-là, mais c'est vrai que son attitude un peu, en même temps, pendant toute cette séquence et son absence à la marche contre l'antisémitisme ne lui a pas porté préjudice. Les Français ont plutôt apprécié la façon dont il a géré cette situation, mais c'est vrai que Marine Le Pen, on en reparlera, a elle tiré son épingle du jeu de façon bien plus importante. Donc quelque part, même s'il fait de son mandat, de sa mission, de rendre la France sereine, on voit bien que ce n'est pas encore arrivé et qu'à l'approche de cette élection, les partis les plus contestataires, en tout cas le Front National, le RN, attire son épingle du jeu. Et quand on regarde par rapport aux proximités partisanes, puisque c'est aussi ce que vous faites dans ce baromètre, Erwan, Emmanuel Macron, il gagne 7 points de popularité à la France Insoumise, 8 points chez les Républicains. Mais alors, à la France Insoumise, ça demeure à un niveau très bas. Donc on est vraiment sur un genre d'effet drapeau, c'est-à-dire une certaine bienveillance des citoyens à l'égard des responsables politiques dans un contexte d'émoi national. Et surtout qu'il y a eu des attentats, il y a eu un événement sur le sol français qui a particulièrement marqué l'opinion et à l'extérieur. Donc pour cette remontée au sein des sympathisants de la France Insoumise, on est sur de la marge et plutôt un effet drapeau. Chez les sympathisants LR, ça confirme l'ancrage à droite de la majorité présidentielle et le fait que la politique qui est menée par l'exécutif convient aux sympathisants de la droite. C'est vrai qu'ils ont un soutien électoral qui penche de plus en plus vers la droite et qui donne satisfaction à ces sympathisants. Ouais, c'est pas surprenant cette remontée de popularité d'Emmanuel Macron chez les LR ? Notamment dans le contexte de la loi immigration, on va en parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'avoue que je parle de contrôle Erwan, mais c'est vrai qu'on voit des difficultés énormes de l'exécutif aujourd'hui sur un de ses principaux projets des prochains mois, qui est le projet de loi immigration. On voit Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est à la manœuvre justement au Sénat, on l'a vu, pour essayer à tout prix d'éviter un 49-3, d'arriver à trouver, d'élargir cette majorité qui peine à trouver en fait depuis les législatives sur ce texte-là. Et on a quand même vu que l'absence d'Éric Ciotti, très remarqué, dernière rencontre de Saint-Denis, ce boycott un peu surprise de cette réunion de tous les chefs politiques, alors même qu'un accord de circonstance semblait être trouvé sur ce texte clé, montre qu'il y a quand même un véritable casse-tête en fait de la majorité par rapport à LR, un positionnement très compliqué. Est-ce qu'on s'ancre définitivement de ce côté-là, quitte à laisser tomber la jambe gauche de cette majorité, où on voit bien que dans le texte sur l'immigration, il y avait quelques mesures qui étaient censées
rendre de la cohésion à ce groupe qui navigue à vue. Donc c'est surprenant et pas, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prises de position qui vont de plus en plus chercher dans le discours des LR. On voit bien que les LR sont désorientés aussi et cherchent à se démarquer du mouvement majoritaire en disant non, il ne faut pas qu'on se fusionne, et il est divisé lui aussi. Donc je pense que c'est assez, en tout cas, symptomatique du flou qu'il y a aujourd'hui dans les clivages politiques. Ouais. Sachant que sur l'immigration, le projet fait beaucoup moins débat dans l'opinion nationale que dans la classe politique. Les Français sont très majoritairement favorables au projet de loi immigration et à toutes les mesures qui contient. Donc ça va plutôt dans le sens de cautionner ce positionnement plutôt à droite, alors plutôt fermeté, on dirait, dans la base du projet de Emmanuel Macron et de la majorité. On va parler d'Elisabeth Borne, puisque c'est elle qui est au cœur de ce baromètre. Ce mois-ci, alors Audrey, vous l'avez dit, seuls 30% des Français estiment qu'elle est une bonne première ministre. Il y a un autre chiffre douloureux pour Elisabeth Borne. Oui, à la question « Emmanuel Macron doit-il changer de Première ministre ?» 61% des sondés répondent « oui ». Une large majorité qui se divise cependant sur la personne pour la remplacer. Le mieux placé, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation. 30% des Français pensent qu'il ferait le meilleur Premier ministre devant Bruno Le Maire, 27%, et Gérald Darmanin, 10 points derrière. Alors, une majorité des sondés ne la voit plus à Matignon, vous nous l'avez dit, ils ne la voient pas non plus du côté Strasbourg-Bruxelles. Et non. Et vous le savez, le 9 juin prochain, ce sont les élections européennes. La majorité présidentielle n'a pas encore annoncé sa tête de liste, ce qui nous permet de faire des suppositions. Mais pour les Français, Elisabeth Borne, tête de liste Renaissance, c'est une fin de non-recevoir. Ils ne sont que 28 petits % à soutenir cette idée. Erwan, qu'est-ce qui explique ces chiffres, notamment ce 61% des Français qui ne sont pas pour le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon? C'est quoi, elle est trop techno? C'est le fusible d'Emmanuel Macron? C'est probablement le poids de la réforme des retraites aussi, dans une grande mesure. On voit que sa cote de popularité oscille entre 28 et 31% depuis le mois de janvier. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun rebond post-réforme des retraites, ce qu'a connu Emmanuel Macron, avec une séquence qui a été doublement douloureuse pour elle sur la forme où elle a été jugée maltraitante ou méconnaissante des difficultés sociales des travailleurs, et sur le fond, sur la forme où l'article 49.3, ça a été vécu pour l'adoption comme un passage en force démocratique. Donc son image ne se décolle pas de ces points. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que les sympathisants Renaissance ne la lâchent pas pour autant. 86% d'entre eux jugent toujours que c'est une bonne première ministre. Et ce sont les seuls. Hein. Voilà. Elle ne bénéficie pas du soutien des sympathisants LR. Voilà, mais c'est 50%. Ouais. Mais ils sont aussi majoritaires à souhaiter un changement de Premier ministre. Et finalement, ce souhait de changement important, ce ne serait pas quelque chose de grave si la majorité était absolue pour la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, mais dans une situation de majorité relative, que seuls les sympathisants Renaissance soutiennent ce Premier ministre en place, ça indique qu'il y a peut-être une volonté des Français d'élargissement de la majorité gouvernementale et peut-être avec un changement de Premier ministre. Sur la question des européennes, quand on regarde les résultats, alors 28% uniquement des Français jugent qu'elle ferait une bonne tête de liste, mais 61% des sympathisants Renaissance. Donc ça veut dire qu'ils lui témoignent toujours d'un certain soutien. Ça pourrait être une solution pour Renaissance, qui est quand même en grande difficulté dans les intentions de vote aujourd'hui. Pour rappel, en 2019, le RN arrive en tête finalement à 23%, devant Renaissance à 22%. Aujourd'hui, il y a 10 points d'écart dans les derniers sondages entre la liste Renaissance et la liste du RN qui est largement en tête. Il y a peut-être aussi la nécessité de mettre un poids lourd pour conduire la liste Renaissance, pour rattraper un peu ce retard et faire en sorte que cette élection ne s'apparente pas à un vote sanction après la séquence des élections présidentielles législatives, mais soit une réussite ou du moins minimise la casse pour Renaissance. Claire, sur ces chiffres difficiles pour Elisabeth Borne. Oui, tout à fait. Alors Elisabeth Borne est sans appel démenti toute ambition européenne. On a eu la chance les lecteurs des dernières nouvelles d'Alsace ont eu la chance de l'interviewer la semaine dernière au Parlement européen. La question a été posée, elle a dit ce n'est pas mon projet. Je ne doute pas qu'on aura une bonne tête de liste pour mener, en revanche, notre projet auquel on croit beaucoup. Elle nous a énormément parlé d'Europe, de démocratie, elle s'est posée vraiment comme chef de gouvernement et de majorité avec une volonté de conduire un projet bien différent de celui du Rassemblement national, mais pas en tant que tête de liste. Juste, pardon Claire, là-dessus, est-ce que le fait que cette rumeur est courue sur le fait qu'elle serait une tête de liste pour Renaissance, c'était une volonté de ses détracteurs de lui faire comprendre qu'il fallait partir de Matignon? C'est bien possible. On a parlé de baiser de la mort, ou en tout cas ses meilleurs ennemis qui le lui souhaitaient. C'est vrai qu'en ce moment, dans la Macronie, l'idée d'un remaniement
non pas après les européennes et les JO, mais dès le début de l'année, voilà, circule. Donc voilà, on sent bien que le vent est plutôt mauvais. Et c'est vrai que son maintien à la tête du gouvernement en juillet était un peu un choix par défaut, puisque comme vous l'avez dit, il n'y a pas de majorité absolue. L'idée circulait évidemment que c'était le fusible. On s'était dit qu'il va y avoir une séquence budgétaire très difficile. Il va falloir de nouveau utiliser le 49.3. Là, dimanche, je crois que c'était le 19e. Recours au 49.3. On a même eu recours au 49.3 en l'absence de la Première ministre, ce qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps quand elle était en Irlande. Enfin, c'est devenu une petite routine qui pèse vraiment sur les débats. À chaque fois, il y a une motion de censure qui est déposée. Enfin, on rentre dans un système qui forcément doit pénaliser la chef du gouvernement dans un contexte où c'est vrai qu'il n'y a pas de nouvel élan. On ne sent pas de souffle dans cette... On la voit à la manœuvre. Hein. On a eu toute une séquence. Donc, il y a eu cette interview là, à la presse régionale avec ses électeurs où on la voyait à la manœuvre. Politiquement, elle voulait montrer qu'elle a annoncé un plan pour les violences, enfin, contre les violences sur les enfants, les violences sexuelles et sexistes. On l'a vu hier sur le plan biodiversité. Enfin, on sent qu'elle veut émerger et reprendre la main au-delà de cette séquence budgétaire qui est vraiment très difficile. Mais va-t-elle tenir au-delà en tout cas, l'air du temps ne semble pas dire qu'elle va porter le projet au-delà de cette séquence. Ouais. Et alors, pour la remplacer, puisque vous avez posé la question, Audrey le rappelait, les Français mettent en tête, c'est un peu la nouvelle star de la Macronie, Gabriel Attal. Voilà, Gabriel Attal, 30% des Français disent que ce serait le meilleur meilleur Premier ministre pour la succession d'Elisabeth Borne, devant Bruno Le Maire, 27%, alors que les autres challengers ou prétendants sont distancés. Ça, c'est un point important. Gérald Darmanin arrive à un niveau plus bas. Il a une image plus clivée, ce qui est assez classique des ministres de l'Intérieur. Mais en tout cas, l'information principale, c'est vraiment que Gabriel Attal, fort de sa remontée, de sa progression dans l'opinion depuis la rentrée, se situe au même niveau que Bruno Le Maire, voire même légèrement devant, parmi les premiers ministrables. Ça, c'est l'information numéro 1. Ensuite, quand on regarde les résultats un peu dans le détail, ce qu'on observe, c'est que Bruno Le Maire, il y a quand même un poids de son expérience politique dans l'opinion. Chez les sympathisants Renaissance, Bruno Le Maire est juste devant Gabriel Attal. Chez les sympathisants LR, dont on a dit tout à l'heure qu'ils composaient aussi les soutiens à la majorité présidentielle, Bruno Le Maire est aussi devant. Et si on regarde... il est en tête chez tout le monde, sauf chez les écolos et le RN, où là, c'est Gabriel Attal. Voilà, alors le RN, ça compte assez peu, parce que c'est pas eux qui constitueront les soutiens à la majorité présidentielle, mais le centre-gauche, c'est vrai, soutient plus fortement Gabriel Attal, et on a un effet âge aussi très important. La domination de Gabriel Attal est très nette chez les moins de 35 ans, celle de Bruno Le Maire est beaucoup plus nette chez les 65 ans et plus, qui sont aussi une des composantes importantes des soutiens électoraux de la Macronie. Donc il y a un match, Attal-Le Maire. Attal-Le Maire, c'est vrai qu'à un moment on parlait plus d'Attal-Darmanin. On voit que c'est vrai que la personnalité très clivante de Gérald Darmanin l'a distancé un petit peu dans le... et c'est vrai que Gabriel Attal, qu'on pensait être un peu une bulle, en tout cas au début de cette rentrée fracassante qu'il avait faite avec énormément d'annonces, se maintient en fait dans l'opinion. Il a agi beaucoup sur le harcèlement, qui a été un gros sujet. Là, il s'est positionné sur le redoublement. Il devrait y avoir des annonces qui est un sujet, la baisse du niveau scolaire qui parle beaucoup aux Français. On l'a vu aussi faire un peu le match avec Gérald Darmanin après l'attentat d'Arras, où il a évoqué la possibilité de sortir de l'école des élèves radicalisés. Donc on voyait que ce souci de protection des Français, il se positionnait un peu de façon différente du ministre de l'Intérieur, qui lui était plus sur l'immigration. Donc il se positionne. Et Bruno Le Maire, effectivement, j'ai l'impression qu'il progresse. Alors je parle sous contrôle d'Erwan, mais c'est vrai qu'on a une séquence budgétaire, un débat sur la dette. Il y a pas mal de problématiques qui concernent quand même pas mal l'opinion publique, les Français. Il peut arriver à avoir cette stature. Après, est-il suffisamment politique, ou en tout cas proche des gens? Moi, je m'interroge. Après, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un Premier ministre, mais dans une suite politique, il est peut-être moins incarné. Dans la méthodologie, Erwan, pour qu'on comprenne bien, est-ce que c'est vous qui avez suggéré les noms de Gabriel Attal, de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin? Donc, ce sont des personnes qui appartiennent à la majorité présidentielle. C'est pas des réponses spontanées des gens. Voilà, absolument, oui. On va parler peut-être un mot du troisième, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui n'arrive que troisième, 18%. Ça veut dire qu'il n'est pas porté par la loi immigration qui, pourtant, vous l'avez rappelé, Erwan, est soutenue par une majorité des Français? Si, alors il est potentiellement porté par cette loi, mais auprès des sympathisants probablement LR ou Rassemblement National, qui sont plutôt les plus favorables et les plus sensibles à ces questions d'immigration. Par contre, à la différence de Gabriel Attal et même de Bruno Le Maire, qui ont des cotes d'adhésion plus transversales, Gérald Darmanin, il a une cote d'adhésion qui, quelque part, restaure beaucoup le clivage gauche-droite. On retrouve un peu ces origines
d'origine LR. Et du coup, il a moins de 20% de cote d'adhésion auprès des sympathisants de la NUPES, ce qui tire nécessairement son soutien vers le bas quand on fait la moyenne. Ouais, politiquement, cette loi immigration, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour Gérald Darmanin, Claire ? Alors, il montre sa méthode, qui est quand même très différente de celle d'Elisabeth Borne, parce qu'il y a aussi un match, il faut savoir, depuis où il n'a pas caché son ambition d'être Premier ministre, et bon, il n'a pas eu gain de cause. On l'a vu à Tourcoing, se poser avec un entourage transpartisan, quasiment, puisqu'il a quand même ramené des gens de plusieurs horizons. Aujourd'hui, il montre que on peut, par influence, en ayant vraiment une politique un peu plus politicienne, arriver à un compromis. Donc, il essaye je pense qu'il émerge en tout cas s'il y arrive, parce que c'est un vrai casse-tête. On ne sait pas ce qui peut se passer à l'Assemblée dans les prochains jours. Le texte est en commission et il y a quand même pas mal de fébrilité du côté de la majorité pour savoir comment va se comporter LR. C'est un peu qui tout double. Mais c'est vrai qu'effectivement, s'il arrivait à éviter, entre guillemets, un crash et un 49-3 à la majorité, il serait un atout. Mais il reste une personnalité très clivante. Ouais. C'est-à-dire que, et notamment au sein de la majorité, c'est qu'on a bien vu qu'au moment du remaniement, Emmanuel Macron n'a pas voulu non plus aller dans cette direction-là, parce que sur encore la jambe gauche de cette majorité, c'était une fin de non-recevoir. C'est qu'une personnalité qui reste dans ses positionnements, même s'il joue une carte sociale proche des Français, qui heurte par ses prises de position trop droitières une partie de la majorité présidentielle aujourd'hui. Et à contrario, Elisabeth Borne, elle est très effacée sur ce texte qui est vraiment porté par Gérald Darmanin. Est-ce que ça explique aussi ces mauvais chiffres, Erwan, ou pas ? Pour Elisabeth Borne ? Non, en réalité, je pense que Elisabeth Borne, elle a vraiment cette difficulté d'équilibre au sein de sa majorité, de ménager et la jambe gauche et la jambe droite de l'équipe gouvernementale. C'est plus des initiatives personnelles qui peuvent la décrédibiliser en tant que chef de gouvernement. On parlait du rassemblement de Gérald Darmanin à la rentrée. Ça fait plus partie de ces choses. Après que des projets spécifiques soient portés par des ministres et des ministres emblématiques, là, le ministre de l'Intérieur pour l'immigration, ça relève des choses assez classiques. On va terminer là aussi, comme tous les mois, par le palmarès des personnalités. La cote d'adhésion, Audrey et Gabriel Attal a toujours vent en poupe. Oui, le ministre de l'Éducation, encore lui, arrive en deuxième position du palmarès de l'adhésion, plus 2 points par rapport au mois dernier, mais plus 17 points depuis le mois de juin. Pour le reste, le classement reste le même qu'il y a un mois. Édouard Philippe est toujours en tête, Marine Le Pen 3e devant Jordan Bardella et Bruno Le Maire. À noter que dans cette tête de classement, tout le monde progresse de 2 à 4 points et creuse l'écart avec le reste des personnalités politiques, notamment avec Jean-Luc Mélenchon, qui s'écroule depuis quelques mois. Il est en 17e position de la cote d'adhésion, alors qu'il était 6e avant l'été. Et on va revenir sur Jean-Luc Mélenchon. Erwan, les 5 premiers, ça bouge pas? Non, ça bouge pas. Alors, faut toujours signaler quand même cette spécificité du paysage politique français maintenant dans l'opinion, où on a 2 personnalités, Jordan Bardella et surtout Marine Le Pen, qui viennent d'un parti quand même à l'extrême de l'échiquier politique, qui sont parmi les personnalités les plus appréciées des Français. C'est vrai que ça exprime aussi ce classement, la normalisation du Rassemblement national dans l'opinion. Mais c'est vrai que c'est assez stable avec Édouard Philippe qui arrive à un niveau très haut. On parlait tout à l'heure des 35% de cote d'adhésion d'Emmanuel Macron. Là, on voit bien qu'on a 2 autres chefs de parti qui sont à des niveaux supérieurs. Ça raconte des choses aussi sur les équilibres politiques nationaux. Plus 4 points pour Édouard Philippe depuis le mois dernier. Oui, il continue de progresser, il l'engrange dans la période, sachant que sur le conflit israélo-palestinien, on l'a vu aux affaires, on l'a vu au Congrès des maires aussi la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il est présent et continue à engranger des soutiens. Et ces 5 premiers, alors ils illustrent la normalisation du RN, l'a dit Erwan, est-ce qu'ils illustrent aussi le match entre la majorité et le Rassemblement national? Dans les 5 premiers, il n'y a que de la majorité et du RN. Oui, tout à fait. On a bien vu donc que le conflit, l'attaque du Hamas contre Israël a été un point un peu de rupture pour Jean-Luc Mélenchon, qui déjà n'avait pas engrangé les bénéfices, on en a souvent parlé, de la réforme des retraites, où pourtant la NUPES et la France Insoumise avaient été en tête de la contestation, qui était soutenue par une majorité des Français, mais ça ne se voyait pas, en tout cas, dans les sondages et dans l'adhésion à cette méthode. Mais c'est vrai que sa prise de position, qui a consisté à ne pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste, a vraiment semé à la fois dans son parti et dans l'opinion politique, on l'a vu dans de nombreux sondages, un rejet encore plus fort. Et ça, on le voit bien. Et à contrario, Marine Le Pen a mené une stratégie qui a consisté à manifester un soutien inconditionnel à Israël. On l'a vu dès les premiers jours à la marche de soutien au Trocadéro, où sa présence a déjà... la présence, en tout cas, de Jordan Bardella a un peu heurté
mais en tout cas a été accepté, reçu. Donc c'est vrai que par rapport au positionnement à la ligne antisémite de son père, ça a vraiment marqué une rupture. Elle sait qu'elle n'a jamais désavoué ou officiellement rejeté, mais elle n'a pas un logiciel antisémite dans sa façon de diriger son parti. Et ça a marqué une étape dans cette dédiabolisation. Et on a vu ensuite cette façon de prendre à court tous les partis et la majorité pour la marche contre l'antisémitisme, où chacun a dû se positionner par rapport à sa présence dans cette marche. Et là encore, ça a été une autre étape. Et donc oui, on a bien vu la majorité expliquant qu'ils allaient être présents ou pas, et elle continue de jouer cette partition sur l'hommage aux victimes, mettant la position de Macron qui n'a pas participé. Enfin, elle mène un peu le jeu et le débat sur ce thème-là. Et donc c'est vrai qu'on voit, elle continue d'engranger. En tout cas, le rejet reste important, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins important qu'avant. Il a perdu 15 points entre 2017 et 2022, entre les deux séquences présidentielles, alors que Jean-Luc Mélenchon a fait le mouvement inverse sur le rejet. C'est vrai que la radicalité aujourd'hui dans la politique nationale est beaucoup plus portée par la France insoumise qu'elle ne l'est par le Rassemblement national, qui incarne beaucoup plus un RN notabilisé, normalisé et sans tumulte, au contraire de la France insoumise. Ouais. Jean-Luc Mélenchon, c'est lui le grand perdant de ces derniers mois sur ce palmarès des personnalités, Erwan? Oui, c'est vrai que c'est vraiment assez emblématique de ce qu'on observe pour la NUPES depuis un an. C'est-à-dire qu'au moment de la fondation de la NUPES pour les législatives de 2022, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sont le centre de gravité légitime et naturel de la gauche. Aujourd'hui, suite à de nombreuses prises de position, finalement, ils se sont radicalisés à l'intérieur de la NUPES avec un positionnement politique qui les place nettement à la gauche de la NUPES. Du coup, ils ont perdu en légitimité sur ce plan-là. Jean-Luc Mélenchon, il a perdu 20 points de cote d'adhésion auprès des sympathisants de la gauche. C'est-à-dire que sa cote d'adhésion reste très élevée chez les sympathisants LFI, mais elle a périclité chez les sympathisants écologistes et du Parti socialiste. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a ce côté un peu pyromane chez Jean-Luc Mélenchon, qu'on avait déjà observé en 2018. Il avait une image très consensuelle en 2017 à la présidentielle. En 2018, on a La République, c'est moi, les perquisitions au siège de LFI, et il re-radicalise son image pour la reconsensualiser à l'élection présidentielle de 2022 et que un an après, alors après des séquences politiques entre les retraites et le conflit israélo-palestinien, mais du coup une image qui se re-radicalise et c'est vrai qu'on a l'impression d'un éternel recommencement, mais avec en tout cas la France insoumise qui est dans une posture très radicale au sein de la NUPES. Et on va revoir la dernière infographie sur la gauche, parce que c'est vrai que dans ce baromètre, quasiment toutes les personnalités politiques augmentent, sauf des personnalités de gauche, Fabien Roussel, Bernard Cazeneuve, Olivier Faure. Est-ce que ça veut dire, Claire, que Jean-Luc Mélenchon, il entraîne un peu tout le reste de la gauche dans sa chute? Il voudrait que la responsabilité de la fin officielle et définitive de la NUPES ne soit pas la sienne. Donc on a déjà commenté ici cette espèce de flottement, où chacun veut mettre un moratoire, essayer de trouver, parce que chacun a la conviction que l'union permettra à la gauche d'émerger dans les prochaines échéances électorales, y compris pour la présidentielle. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a une impasse totale liée à ce discours extrêmement radical qui est aussi critiqué en interne. On en parle souvent. Il y a des personnalités, notamment comme François Ruffin, qui lui d'ailleurs, je ne sais pas si ça se vérifie encore, mais montait plus tôt et n'avait pas la même trajectoire que les autres parce que précisément, il était dans un refus de cette antagonisation permanente en se disant ça nous dessert et il faut qu'on trouve une autre façon d'avancer plus constructive. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est peu audible, ça ne fait pas l'opinion, ça ne fait pas les débats, ça ne fait pas les lois. On voit bien que le centre de gravité de la politique, du discours est clairement plus à droite. Merci pour ce baromètre mensuel. Au mois prochain, du coup, on verra sur quoi. Erwan, on va terminer avec la revue de presse régionale, comme tous les jours. Et Audrey, on commence cette revue de presse par une bonne nouvelle. Ethan, enfin libre, titre Nice Matin. Le garçon de 12 ans et demi fait partie des 3 otages français libérés hier par le Hamas et remis à Israël après 53 jours de captivité. Il avait été enlevé avec son père le 7 octobre après l'attaque contre leur kibboutz à 2 km de la bande de Gaza. Pour sa grand-mère Jocelyne, une niçoise de 76 ans, c'est le soulagement. Elle ne savait pas avant de voir les images s'il était mort ou vivant. Le petit va retrouver sa mère et ses 2 sœurs relogées
logé en Israël. Il reste cependant une inconnue, son père, dont la famille n'a aucune nouvelle, Oriane. L'actualité, ce sont aussi les suites dans l'affaire du meurtre du jeune Thomas à Crépol. L'onde de choc n'en finit plus de se propager depuis une dizaine de jours, titre le Courrier Picard. La mort du jeune Thomas à Crépol, suivie ce week-end de manifestations violentes de la mouvance identitaire, sont le symbole d'une France à cran, selon la dépêche du Midi. Et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui était en visite hier dans la Drôme, craint même un basculement de la société. Sud-Ouest évoque des tensions identitaires qui se crispent et fait même en page intérieure le lien avec l'élection du leader d'extrême droite Geert Wilders aux Pays-Bas, en évoquant un repli identitaire populiste qui fait tache d'huile en Europe. Oui, Gérald Darmanin qui a réagi ce matin. Je ne laisserai aucune milice d'extrême droite ou autre faire la loi, a dit le ministre de l'Intérieur. Il va proposer la dissolution de 3 groupuscules d'extrême droite. On va parler d'un procès très attendu qui commence aujourd'hui. Oui, un nouveau procès pour Monique Olivier, la veuve de Michel Fourniret, devant les assises aujourd'hui. Ça fait la une du Dauphiné libéré, de l'Ardennais et de l'Union. Monique Olivier qui devrait livrer ses dernières vérités. On l'espère en tout cas. À 75 ans, elle est jugée pour son rôle dans l'enlèvement de 3 jeunes filles, dont Estelle Mouzin, disparue il y a 20 ans. Michel Fourniret avait avoué avant sa mort être son meurtrier, mais le corps de la fillette n'avait jamais été retrouvé. Ce procès de Monique Olivier est donc très attendu par les proches d'Estelle Mouzin. Puis j'en profite avant de finir pour vous montrer une, celle du Progrès, qui rend hommage à Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, sénateur et ministre de l'Intérieur, décédé samedi dernier. Les Lyonnais se succèdent pour lui rendre hommage. Et puis cette fois, c'est vraiment la fin. J'essaye de terminer par une note un peu plus positive. Ça se passe en Corse. La farine de châtaigne, appellation d'origine protégée, fait sa résurrection. C'est bon signe pour les personnes qui sont intolérantes, puisque c'est une farine sans gluten. Voilà, ça on termine par une bonne nouvelle. Merci Audrey. On a vu quelques-unes des journaux du groupe Hébras. On va en voir une autre, Audrey, Claire, celle du Républicain Lorrain. Étudiant, l'angoisse de l'assiette vide. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Claire Planchard. Merci Erwan Lestrouan. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau baromètre. Merci Audrey. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 18h. Thomas Hugues, Sens Public. Et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.